nous naissons avec une grande capacité de potentiel et une grande dose de somnifères. Nous naissons avec un cerveau reptilien et avec un cerveau, on va dire, une capacité de conscience qui peut nous sortir du somnifère. Mais dans le cerveau primitif, limbique, il y a besoin de sécurité, on le sait tous, besoin, etc., qui est un héritage de notre partie, on va dire, animale. Exactement. Et ce système, finalement, dans sa vision, et après, on n'est pas là pour expliquer pourquoi, mais on explique comment l'articulation se fait. Ce système nourrit uniquement ce cerveau limbique. Et il est clair que, pour moi, ce qui est fou, Yannick, c'est que il suffit que le monde devient de plus en plus, mais c'est son histoire, un peu comme quand tu vas, je ne sais pas si tu t'es déjà promené un peu dans une jungle ou même dans une forêt, si tu observes une jungle ou la forêt, la vie se résume à 4 choses: manger, dormir, s'accoupler, avoir peur. Manger ou être mangé, etc. Eh bien, cette notion de peur, pour qu'on puisse finalement passer de l'égocentrisme au cosmocentrisme, c'est de prendre conscience que cette peur est contre nature à l'humain. Et si tu vois bien, notre société est de plus en plus dans un renforcement du mental, renforcement de la dualité, et on est de plus en plus comme dans une jungle. L'être humain se réduit à manger, dormir, s'accoupler et avoir peur. C'est bien pour ça que l'être humain a besoin de mouvement, de nouveauté, de création, et que ce qu'on avait discuté récemment, la pensée est matière, le mental est matière, le cerveau est matière, et comme toute matière, avec le temps, elle se décompose et finit par mourir. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un stade d'avant-mort, car les choses ne vont plus, on le ressent, même intérieurement, il n'y a même pas besoin d'allumer la télé, d'écouter des vidéos YouTube de personnes qui critiquent d'autres personnes, qui vont faire un ping-pong invisible, à dire que l'autre est moins bien, moi je suis le meilleur. Il suffit de ressentir intérieurement ce que l'on vit, être tout le temps assujetti aux horaires, au temps, aux emplois du temps. Au final, tu vois que les personnes se réunissent toujours à 17h dans les mêmes bouchons, ils se ralentissent eux-mêmes. En fait, tu vois que ce mouvement, comme tu dis, un peu de marionnettisme en fait. C'est des repères aussi. C'est des repères. Mais le repère, malheureusement, on voit qu'il n'est plus adapté dans ce monde. Il a pu marcher il y a 150 ans, 200 ans. Aujourd'hui, avec ce que tu dis aussi, le phénomène de marketing, de consommation, aussi de vouloir toujours régler, planifier nos choses telles qu'on les a appris, créer de l'embouteillage, créer une forme, on bouge quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui n'est plus fluide. Exactement. Et il y a quelque chose qui n'est plus fluide. Et ça, il suffit de regarder même au niveau personnel. Au niveau personnel, c'est plus fluide dans notre réflexion, c'est plus fluide. Parce que finalement, on se donne des codes qui ne marchent plus. Ça ne marche plus. On veut croire en une meilleure société en allant voter ou en allant quoi que ce soit, essayer de changer le monde. Il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'on prend conscience aussi que ce qui est personnel n'est pas forcément universel. Oui. Et c'est comme s'il y avait, peut-être que c'est une image un peu simpliste, mais c'est vrai que j'ai souvent cette impression, je ne sais pas toi ou ceux qui nous écoutent, cette impression que du moment que tu commences à être dans l'auto-questionnement et que tu commences à avoir un peu plus de souplesse, c'est un peu comme l'appareil photo, tu sais. C'est-à-dire que tant que l'appareil photo est sur un détail, tu ne vois que ce détail. Donc toute la vie, c'est finalement te déhypnotiser, te désidentifier, te déséduquer, te déconditionner. T'imagines déjà le boulot ? Alors qu'on nous apprend à nous éduquer, à nous conditionner pendant plus de 25, jusqu'à 25 ans avec l'université, etc. Puis après, c'est le travail, après, c'est la reproduction sociale, après, c'est la préparation à la retraite, et après, il faut s'occuper à la retraite, etc. Puis après, tu finis dans une boîte. Et pour tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Tout ça parce qu'il y a une fascination pour ce remplissage.
incessant. Et donc, je crois que j'aime beaucoup ce terme, je ne sais pas s'il existe, de se défasciner, arrêter d'être fasciné, que ça soit par la vampirisation au niveau de l'image, des conditionnements. Et pour peu qu'on fasse ce travail de se dire, mais je regarde un arbre, bah, dans la graine, potentiellement, il y a cet arbre. Voilà. Je regarde une goutte qui tombe dans l'eau. Potentiellement, des cercles apparaissent, ils grandissent. Il y a une expansion. Mais la matière est indispensable à la matière. C'est-à-dire, comme tu dis, dans la graine, qui est une toute petite graine qui peut finir en un arbre millénaire gigantesque, il a eu besoin d'un héritage de matière, d'oxygène, d'eau, molécules d'eau, pour pouvoir grandir. Sauf qu'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de vouloir attraper l'autre ou l'entraîner dans un tel chemin. Il y a ce que j'appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'harmonie qui sous-tend ce que j'appelle la création. On peut dériver un tout petit peu en se disant que, quelque part, ce long apprentissage, finalement, dans ce monde, en tout cas dans ce système, c'est peut-être de commencer par moi égocentrique, moi infantile, et surtout de prendre conscience de la suprématie de son propre mental, de ne pas se raconter des histoires. Parce que pour passer de moi à moi et les autres, et des autres et moi, et des autres, on voit bien par rapport à la goutte d'eau qui tombe, tu vois, donner, recevoir, faire tout ce travail dans la matière, je donne, je reçois, je fais, j'agis. Est-ce que, à la fin de sa vie, l'équilibre intérieur ou l'apaisement intérieur ne serait pas de sentir, quand tu dis de cette expérience dans la matière, ne serait pas d'avoir eu le sentiment d'avoir donné ce qu'il y avait donné, à recevoir ce qu'il y avait à recevoir et à faire ce qu'il y avait à faire, parce que nous avons ce que j'appelle un nombre d'heures intérieures. Ça, c'est ma perception, mais on peut en discuter, en évitant tout la dérive New Age, hein, s'il te plaît. Mais cette notion de chacun, avec l'extraordinaire héritage qu'il a, notre extraordinaire capacité à se transformer, à dépasser la forme, alors que nous sommes animés par à la fois une volonté créatrice et une conscience éclairée, c'est quand même incroyable qu'on puisse, comment dire, se transformer dans cette matière qui nous enlise pour peu qu'on soit fasciné par elle et que tout le système utilise cette fascination. Mais d'avoir inconsciemment. Oui. Bien, parce que souvent le terme utilisé est d'une manière manipulée ou utilisé consciemment. C'est utilisé inconsciemment. C'est-à-dire que je pense, c'est pour ça, je reprends sur le terme, mais qu'il n'y ait pas d'amalgame dans le fait qu'il y ait manipulation ou volonté de nuire. C'est aussi comme ça que ça marche dans les familles, que ça marche dans les sociétés, dans une entreprise, dans une communauté. C'est une boucle. Voilà. C'est une boucle qui s'auto-alimente. Et d'ailleurs, on s'auto-alimente au niveau aussi individuellement. Les blessures, on s'auto-alimente avec ses propres blessures chéries, on appelle ça. Et je l'avais déjà dit dans une autre interview, mais je trouve ça fascinant que, par exemple, le traumatisme, une personne qui prend conscience du traumatisme qu'elle a vécu, mais ça peut être des micro-traumatismes ou des grands traumatismes, elle devient une victime. Toute sa vie, elle va se battre comme une victime. Parce que ça, c'est super important, cette notion de victime. Hein. Il va y avoir une protection qui va... Et en ayant lu des travaux de recherche, je trouve ça fantastique qu'une personne, quelque part, on vit dans une époque traumatisante, on fabrique de la sérotonine avec ce traumatisme, l'hormone du bonheur. C'est-à-dire que, quelque part, au lieu d'aller chercher un autre axe de découverte du miracle de vivre,
on s'auto-nourrit dans la souffrance parce que ça nous remplit et ça donne un sens à la vie, en sachant que si on n'a pas une direction assez aiguisée et élevée, on s'auto-alimente et ça rassure. En tant que victime, je suis une victime. Et je crois que la première règle, c'est d'arrêter de se comporter en victime. Et quel que soit le niveau de ce système qui fait qu'il y a une expérience à vie dans ce système, etc., je crois qu'une des premières règles, c'est d'arrêter, et si on regarde bien sa vie, de se comporter comme une victime, d'attendre des solutions de l'extérieur. Et je dirais, le contre-coup de la victime, c'est le bourreau. C'est-à-dire qu'on vit dans un système auto-nourri, où les victimes nourrissent leur propre bourreau, et que les bourreaux s'alimentent des victimes. Et c'est un système presque, le terme est un peu exagéré, mais presque un système cybernétique, qui s'auto-alimente, et qui n'a besoin de rien pour s'auto-alimenter. Et c'est ça que j'appelle, je dirais presque l'enfer. L'enfer de vivre une vie où il n'y a plus la conscience de « mais qui je suis ? Qui suis-je » Ou juste prendre conscience que je prends un verre, on peut prendre le verre avec ses habitudes du passé, tu sais, comme les mêmes habitudes d'inertie que le père, hop. Ou alors, d'un seul coup, tu prends conscience que tu peux modifier ta perception et de la prise de possession de ce verre, et que tu prends conscience que tu bois. Voilà. Pour moi, la liberté, elle commence là. Quand tu commences à t'assouplir au niveau de ton hypnose émotionnelle, physique et mentale, parce que le mental ne se remettra jamais en cause, parce qu'il faut faire intervenir là-dedans la désidentification, il faut faire intervenir un changement presque mécanique de ses comportements pour que le mental commence à faire ce que j'appelle la reddition sur certaines choses. Voilà. C'est rare de pouvoir remettre l'instant présent dans le mental, c'est-à-dire de pouvoir sortir de son corps, pas les sortir du corps comme on peut entendre. Oui. Voilà. Sortir de son corps, donc sortir de sa matière, parfois, oui. Et de se rendre compte dans l'instant présent que c'est le mental qui agit. Exact. Oui. Ça, c'est une auto-observation qui n'est malheureusement pas possible à chaque instant, parce que ça demanderait beaucoup d'énergie. Mais justement, et c'est pour ça que c'est là que la vie nous appelle. Voilà. Et c'est là que le système, qu'on ne juge pas, on est d'accord tous les deux, mais c'est là que le système absorbe les gens pour les empêcher de s'inscrire dans des bulles de lenteur. Parce que tu sais que, par exemple, de donner un peu de temps de silence au cerveau permet 3 choses. Mais le système fait qu'il nous empêche finalement de... Voilà. Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'arsène ? Non, mais explique-moi. L'arsène audio. Ah oui, j'ai compris. Ouais. Il y a une boucle qui fait beaucoup de bruit et qui empêche de pouvoir parler ou d'entendre. Et récemment, j'ai fait ce parallèle que l'ego, le mental, tu sais, on a un haut-parleur, une bouche, et on a une oreille, un micro, en fait, pour faire rentrer le son. Et que malheureusement, les personnes les plus malheureuses ou qui vont être victimes, c'est qu'elles vont s'écouter. Et ils ont tellement la bouche trop près de leur oreille. C'est une belle image, Yannick. Oui. Le son tourne. Il y a tellement de bruit, il y a tellement d'arsène intérieur qu'il n'y a plus de possibilité d'entendre l'extérieur et de se faire entendre. Donc tout reste cumulé et ensuite ça explose de l'intérieur et c'est là où... C'est l'implosion. Dépression, burn-out. Et alors qu'il y a quelques... Par exemple, se mettre en... C'est-à-dire comprendre que juste un simple exercice qui est de se promener dans la nature et de faire un travail de se dire pendant 15 minutes. Pourtant, même pas. Même 10 minutes. C'est l'objectif. Non, de prendre le temps qu'il faut. Oui, mais par rapport au mental, il faut se fixer. C'est-à-dire que le mental, si tu veux, il ne supporte pas le silence. Donc, c'est de se dire juste, j'observe et je suis spectateur de ce que je vis intérieurement. Voilà. Eh bien, ça suffit, si tu veux,
rapidement pour augmenter ses capacités attentionnelles, sa stabilité émotionnelle et renforcer son système immunitaire. Tu te rends compte? Incroyable. C'est là qu'on revient sur la notion de l'esprit, finalement, domine la matière. C'est-à-dire que l'homme est esprit et il est matière. Et tout le travail alchimique, entre guillemets, je dis, entre guillemets, c'est finalement de prendre conscience qu'il est autre chose que son mental, qui est de la... On appelle souvent que la matière, que le mental, c'est de la matière... de la matière subtile. Voilà. Les pensées, c'est de la matière subtile. Et la matière, c'est de la pensée grossière. C'est-à-dire que, quelque part, de prendre conscience que c'est pas parce qu'on pense qu'on est dans la clarté et la lucidité. Le mental n'est qu'un processus de matière. Exactement. C'est pour ça que même lorsqu'on va se référencer vers des nouveaux courants spirituels ou les nouveaux ou les anciens, c'est de la matière, c'est de la mémoire emmagasinée. Et ce qui était bon hier ne l'est plus forcément aujourd'hui, car on évolue. Tout à l'heure, tu disais quelque chose de très intéressant au niveau de la forêt, de la jungle. Il n'y a pas de... La nature n'a pas de réflexion sur elle-même. Ce que l'homme a la capacité de faire. C'est les noyas, les gnostiques utilisaient le terme d'énoïa, qui est que l'homme a la volonté créatrice. Voilà. Il peut mettre en œuvre sa volonté pour créer. C'est ce qui fait notre évolution. Tu prenais l'histoire de la forêt, de la jungle, des animaux. Admettons, je reviens 1000 ans en arrière, je vais dans une forêt. La forêt restera la même. Je ne serai pas dépaysé. J'aurai toujours des animaux, des sangliers, des arbres, 1000 ans, pas 50 000 ans, mais admettons 1000 ans. Elle ne bouge pas, parce qu'elle n'a pas la volonté du changement, enfin, de remettre en question ce qui est la nature. Par contre, l'homme, si je te mets dans une ville il y a 1000 ans, tu vas être complètement dépaysé. C'est pas du tout le même système, c'est pas du tout la même façon de parler, même la communication, le langage, les archétypes, les choses, ce serait même incommunicable en fait. Revenir en arrière 1500 ans ou 2000 ans dans une civilisation en arrière, même les mots n'auraient pas le même fond. Ce serait, même si tu parles la même langue, ce serait compliqué de se comprendre avec une personne. Et donc c'est là que je fais ce qui peut être formidable chez l'homme, c'est qu'on est nature. On est cet élément de la nature, on n'est pas indissociable. On a cette intelligence. Ouais. Et on a l'intelligence de pouvoir reconnaître nos actes. Oui. Et tu verras que l'animal, qui est, alors, je ne veux pas être méchant, mais n'est que qui est beaucoup plus matérialiste que nous, qui est beaucoup plus dans son cerveau reptilien, beaucoup plus dans l'émotivité de l'animal. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'arrive pas à prendre conscience de lui-même. C'est-à-dire qu'il réfléchit très peu sur son acte, l'animal. Oui. Il va y aller de l'instinct. Et je fais la différence entre l'instinct et l'intuition. Oui, c'est très juste. L'instinct est animal, l'intuition, beaucoup plus du domaine de l'esprit. Et en même temps, si tu veux, la nature, l'animal obéit à quelque chose qui est une forme de clarté. Enfin, l'animal est exactement ce qu'il doit vivre. Il est ce qu'il est. L'humain, pour retrouver cet état de nature de ce qu'il est, doit passer par une déviation de cet état. Et c'est là qu'intervient le mental. Le mental est en fait une forme d'aberration qui s'est créée pour que l'être humain devienne un étranger. Et pourquoi ? Parce que c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Moi, je rentre la notion de compétition dedans aussi. La notion de toujours vouloir plus, de toujours vouloir mieux faire. Et finalement créer des divisions. Oui, mais c'est une base, si tu veux, c'est une... En fait, regarde, la nature est ce qu'elle est, parfaitement huilée. Tout est comme une horloge, pratiquement. C'est comme une horloge. Ah oui. Manger, dormir, s'accoupler, avoir peur. L'harmonie qui peut se dégager aussi d'un paysage, etc., n'empêche pas que dedans, il se passe des lois qui est manger, dormir, s'accoupler, avoir peur, mais tout ça semble dans un processus parfait. Il n'y a pas de
déviation. L'être humain est dans une déviation parce que son expérience, c'est de perdre, de retrouver ce qu'il est vraiment. Et moi, quand je parle de ce qu'il est vraiment, c'est finalement, c'est d'enlever ce qui est en trop, et ce qui reste, c'est la conscience avec un grand C. Et l'être humain a cette expérience à faire qui est de prendre conscience qu'il doit revenir chez lui. Revenir chez lui, quelle que soit l'époque où il vit, finalement, de quitter, en tout cas, de faire la traversée le mieux possible de son cerveau limbique, mais surtout de ne pas y rester. On voit bien, on sent bien quand on discute tous les deux que si on n'avait pas ce sentiment, ce potentiel d'une forme, je dirais, entre guillemets, d'appel vers quelque chose qui est le dépassement de la forme, on n'aurait pas cette discussion, Yannick. Non, bien sûr. Ça veut dire que si on a cette discussion, c'est qu'on est déjà saisi par quelque chose dont on est encore éloigné, qui est pour moi, on parle de dualité, on peut parler de, si tu veux bien, de la dualité et l'unité. Qu'est-ce que c'est que cette unité qui nous attire, Yannick ? Nous sommes matière, c'est-à-dire que, on en parle tous les deux, nous sommes matière, c'est-à-dire qu'une particule de matière est une dualité déjà en soi. Il a besoin d'un proton, d'une charge positive, et d'un électron, d'une charge négative, pour que l'atome existe. Il y a le neutron aussi. Bizarrement, une troisième particule qui forme l'atome. Nous vivons une expérience atomique de matière. On est un briquet dedans. Tout est dualité. C'est ça, cette unité, en fait. C'est de faire 1 plus 1, un grand 1. Exact. Tout à fait. C'est ça. Et le 1, comme tu dis, cette polarité, avant que l'humanité pense à faire des grands travaux extérieurs, chaque être humain a cette nécessité, c'est de justement retrouver cette unité en travaillant sur ses polarités internes. Et les polarités internes n'existent que parce qu'il y a l'accumulation de ces mémoires. Exactement. C'est un peu notre charge. C'est notre responsabilité. Une charge négative. Voilà. C'est notre charge. On est chargé d'une énergie différente chacun, et puis on va trouver l'unité au mieux que l'on peut. Et souvent, dans des histoires de couple ou de famille, on se rend compte que on a été aveugle à cause de certains filtres, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il finalement il n'y avait pas tant d'unité que ça. Car je pense que l'unité ne peut pas se faire par le mental, par la pensée, par le rapprochement de divertissement. Je suis footballeur, je vais être avec des potes footballeurs, ou alors je suis croyant de telle ou telle spiritualité, je vais m'entendre avec ce groupe de personnes. Surtout que souvent dans la spiritualité, c'est juste le nom qui change. Quand on va en profondeur dans la théologie, on retrouve quand même beaucoup de points communs. On retrouve en Asie, en Occident, partout. Oui. On retrouve un fond, et c'est juste un simple mot qui va déformer la chose. Comme quoi, être sous l'emprise du mental est vraiment destructeur, parce que finalement, si on épurait tout ça, les mots, les formes, on arriverait au même fond. Le silence est la source de tous les bruits. Et merci. Et moi, quand tu dis que cette unité, exactement. Et j'aime bien l'utilisation. Je crois que l'être humain n'est pas aveugle. Il voit mal. Il voit mal. Et en fait, il voit mal. Et en fait, pourquoi il voit mal, c'est de réajuster son rapport à son mental et à sa dualité, et ne pas oublier que retrouver son unité, évidemment, c'est de faire tout un travail qui est une recherche d'équilibre entre l'émotion, le physique et les pensées. L'ego est avant tout un ego émotionnel, physique et mental, mais mental, je le place plus au niveau de la pensée. Comment je pense ? Comment je sens ? Comment j'agis ? Et tu vois bien que le premier travail à faire, c'est de retrouver une unité. Souvent, on agit en
en pensant différemment, inconscient même, ou des fois on ressent les choses mais on ne parle pas de ce qu'on pense. Donc il y a tout un travail de réunification et d'unité qui passe par un travail de savoir mais d'où je viens, comment j'ai été construit. Tu vois, Yannick, c'est de savoir qui je suis. Et pour savoir qui je suis, il y a déjà un travail d'enquête préalable sur soi qui est d'où je viens, finalement. C'est-à-dire, je suis conscience au départ, et comment mes conditionnements, l'accumulation des mémoires, l'hypnose collective, m'a éloigné finalement de cette conscience-là, de qui je suis. En fait, une fois que tu as enlevé toutes les couches, tu peux te poser la question, à chaque fois que tu agis, où est-ce que la conscience est identifiée? Parce qu'en fait, tu vois, on n'a pas parlé de ça, mais pour moi c'est indéniable qu'il y a cette notion de libre arbitre là-dedans. Ah. Voilà. Alors, le libre arbitre, en fait, l'être humain, comme tu l'as dit tout à l'heure, collectivement, finalement, construit et s'auto-hypnose dans une construction de la réalité. Et c'est juste, finalement, puisque l'être humain a aussi une capacité, si tu veux, dans une matière qui est lente, avec sa pensée, à créer la matière. Quand je dis créer la matière, c'est que l'être humain, pour faire son expérience dans la dualité, est avant tout responsable de ce qu'il crée. Voilà. Et ça, c'est super important parce que la conscience qui est finalement derrière ce grand mouvement de la nature, etc., n'est pas interventionniste. Elle obéit juste à notre niveau de perception. Elle obéit juste à notre capacité de conscience. Ce qui fait que c'est vital pour que notre société change, que l'être humain change sa propre perception. Mais comment il peut la changer sans rajouter de nouveaux filtres? Parce qu'on est d'accord, ce qui nous amène à cet instant-là, c'était une guidance de matière. C'était Alors comment ne pas répéter la même erreur? En travaillant... Pas encore à travers les livres ou à travers les pensées du passé, de se référer sur des choses... Sur les boucles. Voilà, de se référer, mais dans l'instant présent. Et c'est-à-dire oui. Comme s'il ne fallait pas retenir au mot pour mot Très juste. les casseroles du passé, grosso modo en fait. Ça revient à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, ou par la formulation, au lieu de rajouter des couches, il faut enlever ce qui est en trop.